Bonjour à tous, bienvenue dans votre émission Direct Santé. Direct Santé qui vous parle tous les jours de pathologies, de traitements ou encore de gestes nécessaires pour préserver une bonne hygiène de vie. Nombreux sont-ils à errer dans les rues de la capitale et parmi eux, certains sont avec des handicaps psychiques sévères comme les troubles de la dépression, comme les troubles de l'anxiété ou des troubles de stress post-traumatique. Donc sont-ils dangereux pour la population et comment leur venir en aide? Nous allons en parler tout de suite avec professeur Salif Salio qui est médecin-chef de l'hôpital psychiatrique de Zébé à Aného et madame Peace Vera Ahadji qui est présidente fondatrice de Hound from Above, qui sont avec moi pour nous parler un petit peu de ces troubles psychiques et qui touchent la population sans distinction de sexe ni d'âge. Bonjour madame, comment allez-vous, madame Ahadji? Bonjour, je vais très bien. Je vais très très bien. Bonjour professeur, ça fait 2 jours comme on dit. Bonjour ici, ça fait effectivement un moment. Je pensais que vous avez oublié la santé mentale. Ah non, jamais. Nous sommes là pour ça. Et puis justement, ça nous réunit encore ce matin pour nous parler un peu de ces personnes qui errent dans les rues. Pourquoi ils sont dans les sentiers, dans les rues, tout ça. On va en parler tout à l'heure avec madame Ahadji et puis vous qui va nous parler un petit peu déjà nous parler de ces troubles psychiatriques. Qu'est-ce que c'est exactement? Ok. Et les troubles psychiatriques, c'est vraiment très vaste, un groupe d'affections mentales. Mais ce qui concerne le thème d'aujourd'hui, c'est des troubles qui abolissent le discernement. Le patient qui n'est plus en possession de toutes ses facultés, il n'a plus le discernement et donc cela peut l'amener à errer dans la rue, dans les villes, dans les villages et tout. Voilà ce qui concerne un peu la thématique d'aujourd'hui. Mais qu'est-ce qui provoque cela et comment ces personnes du jour au lendemain, c'est vrai qu'il y a la famille qui est là, comment ça du jour au lendemain, ces personnes se retrouvent comme ça à l'extérieur, sans famille, sans personne, à errer comme ça dans les rues? Ça, c'est vraiment une question importante. Avec votre question, je me rappelle d'une mère qui me disait: docteur, ce n'est pas parce que je veux que ma fille erre, c'est parce que je ne sais pas ce qui se passe et je ne sais pas comment l'accompagner. Donc voilà, c'est pour dire qu'il y a une maladie qui est là. La maladie va amener la personne à fuguer de la maison, à errer, à être complètement désocialisée. Voilà. Maintenant, ces personnes vont errer quand elles ne sont pas encadrées, quand elles ne sont pas orientées vers les soins. Et c'est ça qui va poser la problématique des patients errants. C'est le manque d'encadrement et de soins. Mais les familles sont au courant déjà que ces personnes ont des problèmes. Donc pourquoi les emmènent-ils pas directement vers un spécialiste concerné? Je pense que l'avènement quand même de la prise en charge psychiatrique au Togo est récent. Même si c'est depuis les années 90, on peut encore dire que c'est assez récent. Donc beaucoup de gens ne sont pas vraiment informés des possibilités de soins. Et donc il nous revient de faire assez de sensibilisation, expliquer les moyens et les méthodes de prise en charge. Voilà. Et comment on identifie justement ces personnes pour pouvoir aussi leur venir en aide? C'est simple, je pense qu'on n'a pas besoin d'être psychiatre pour reconnaître un patient psychiatrique qui erre dans la rue. Non, les signes justement. Les signes. Oui. Les signes, je me dis peut-être que Madame Peace Vera va mieux nous répondre. Comment elle arrive à identifier ces personnes dans la rue et aller vers elles pour les soins? Oui, justement, moi je parlais des signes de troubles, comment on identifie ça, comment ça arrive, comment on sait que cette personne-là part dans que ça ne va plus mentalement, pour pouvoir aussi l'aider au fait. Pour vous répondre, c'est qu'il y aura des propos incohérents, il y aura des choses que la personne dit qui ne cadrent plus avec la réalité. Et la personne peut voir des choses qui n'existent pas. Ça s'appelle des hallucinations. La personne peut entendre des voix. Et ces voix vont l'orienter vers des destinations inconnues. Une voix peut lui dire: sors de la maison, promène-toi ou agresse un tel, ainsi de suite.
Voilà un peu les signes. Et maintenant, dans la durée, la personne va se négliger et va être un peu plus sale, voire même très, très, très sale. Voilà. Ok. Voilà quelques signes qu'on peut décrire de cette catégorie d'affection mentale. Ok, on va venir à Madame Ahadji. Madame Ahadji, parlez-nous un petit peu de votre association et l'objectif et déjà comment vous en êtes arrivé là. D'accord, merci beaucoup. Donc, il s'agit de l'association Hands from Above. C'est une organisation que nous avons créée en 2017 pour venir en aide aux personnes qui vivent avec la maladie mentale. Et principalement, nous œuvrons dans la promotion de la santé mentale et dans l'aide et assistance aux personnes qui souffrent de troubles mentaux. Oui. Donc, comment nous sommes en arrivés là c'est suite à une rencontre que j'ai faite au Burkina Faso. Une jeune fille d'une semaine, je travaille avec un orphelinat et j'ai rencontré cette petite fille que j'appelle Sarah. Elle était là à peine une semaine. Et après quelques mois, je me suis rendu compte, en fait, ou bien toute l'équipe, on s'est rendu compte qu'elle était séropositive, elle avait le gros cœur et elle était non-voyante. Oh. Donc, après quelques mois, on se demandait, mais qu'est-ce qui a pu emmener une aussi petite fille à avoir autant de problèmes? Mais 9 mois plus tard, je me rappelle, j'arrive dans l'orphelinat, je cherchais cette petite fille, je ne l'ai pas trouvée dans sa chambre et tout le monde nous regardait avec des yeux tristes. Et c'est là qu'on m'annonce, en fait, que la fille, elle est décédée. Donc ça a créé en fait en moi une certaine rage parce que j'ai pas compris une si petite fille, comment est-ce qu'elle a pu avoir toutes ces maladies, comment est-ce qu'elle a pu venir au monde avec autant de problèmes. Et c'est dans ça que j'ai cherché à connaître son histoire. J'ai rencontré la responsable de l'orphelinat pour essayer de voir mais d'où vient cette fille, pourquoi elle avait autant de problèmes. Et c'est dans les discussions que j'ai compris qu'elle était la fille d'une dame souffrant de troubles mentaux qui errait dans les rues et elle avait probablement été violée, l'emmenant à avoir cette grossesse-là jusqu'à dans la rue. Donc, il n'y a pas eu de consultation prénatale, il n'y a rien eu, il n'y a pas eu d'accompagnement. Et c'est au moment de l'accouchement que des sœurs religieuses l'ont aidée à accoucher. Et ensuite, la dame est retournée dans la rue. Et ça, en moi, ça m'a révoltée. Et ça a changé l'image que j'ai en fait des personnes qui vivent avec la maladie mentale et qui errent dans la rue. Voilà un peu d'où c'est venu. Ça m'a emmené une fois de retour à Lomé de chercher à mieux comprendre. J'ai beaucoup lu, j'ai cherché à voir ce qui est fait sur le terrain, comment aider ces personnes. Et c'est comme ça que je me suis lancée en fait avec l'association. Et comment vous vous débrouillez du coup pour ces accompagnements? Déjà, comment vous vous débrouillez sur le terrain? Sur le terrain, comme je le dis, nous faisons beaucoup de sensibilisation. Tout à l'heure, le professeur l'a dit, il est important de faire beaucoup de sensibilisation parce que beaucoup de gens ne comprennent pas forcément ce que c'est que la maladie mentale et la conception spirituelle que nous avons de cette thématique fait que beaucoup de personnes se disent, voilà, il faut d'abord aller vers les pasteurs, les tradithérapeutes, etc. Et voilà, donc il faut vraiment faire beaucoup de sensibilisation par rapport à cette thématique-là. De l'autre côté, nous essayons d'aider les personnes qui souffrent de la maladie mentale, qui errent dans la rue. On a eu à mettre en place un projet que nous appelons Opération Agbeyeye pour sortir ces personnes-là de la rue, les prendre en charge et ensuite les réinsérer dans la société ou en famille. Et voilà, nous aidons également les personnes qui sont malades dans les familles et autres. Voilà. Donc quand vous allez les voir, est-ce que comment ils sont, comment ça se passe en fait la connexion à ce moment-là? Est-ce qu'ils sont braqués? Est-ce qu'ils sont agressifs? Comment ça se passe? Sur le coup, nous, ce qu'on fait, c'est on ne s'approche pas automatiquement. On essaie de prendre des informations aux alentours. Donc, dès qu'on repère une personne, lorsque quelqu'un nous signale un cas, nous essayons d'avoir des informations par rapport à là où elle se trouve. Est-ce qu'il y a une personne qui vient la voir souvent? Est-ce qu'elle a des temps où elle parle avec les gens? Est-ce qu'il y a des moments où elle mange? Parce que parfois, quand ils ont faim, ça fait que quand même, ils arrivent à demander à manger et ça crée une relation entre eux et la personne qui leur donne à manger.
danger. Donc, on essaie de prendre toutes ces informations pour pouvoir les approcher. Et c'est comme ça qu'on fait. Pour certains, après ces informations, on essaie de s'approcher, de discuter avec eux, mais de prendre les informations qu'il faut pour pouvoir faire des recherches et retrouver leur famille. Donc, c'est vraiment tout un processus allant de récolter les informations qu'il faut, de savoir à quel moment les approcher, de les approcher. Surtout quand ils sont en crise, on n'approche pas. Quand ils sont en train de crier ou de faire du tapage, on ne s'approche pas d'eux. Mais c'est lorsqu'ils sont beaucoup plus calmes, lorsque on voit que le moment est propice et qu'on peut quand même recueillir une information, qu'on s'approche. Et lorsqu'on s'approche de ces pour prendre peut-être un indice, une information, un nom, pour continuer les recherches, parce qu'il faut retrouver la famille ou ne serait-ce que connaître d'où la personne vient pour commencer avant de commencer par les aider. Aider. Est-ce que ces personnes sont dangereuses pour la population? Professeur, dites-moi. La dangerosité est relative. C'est-à-dire, il y a des gens qui vont errer, mais qui ne seront jamais agressifs. Ils vont se négliger. Mais il y en a qui seront agressifs. Il y en a vraiment qui peuvent être agressifs et qui peuvent même commettre des meurtres. Dans cette catégorie, on enregistre souvent des meurtres. Parfois même, c'est quand la maladie elle se déclenche par un meurtre. Une voix qui lui dit assassine tel, agresse tel, et la personne commet l'acte. Et ensuite sort de la maison et commence par errer. Donc, effectivement, les gens peuvent être dangereux, mais c'est assez relatif. Mais ces personnes qui sont dangereuses comme ça, on peut pas les... puisque bon, quand on commet un meurtre, forcément, il faut les arrêter, non? Oui, quand il y a un meurtre, souvent quand il y a des meurtres comme ça, les gens sont arrêtés, parfois ils sont en prison et puis nous faisons l'expertise psychiatrique pour démontrer que c'est un acte commis sous le coup de la maladie. Et puis bon, les juges savent très bien, ils demandent une expertise psychiatrique, on essaie de faire la part des choses. Est-ce que la personne a délibérément commis le meurtre tout en étant conscient de son acte, ou bien cette personne a un discernement aboli. Et puis bon, on renseigne, on donne ces informations à la justice qui fait son travail. Après, quand tout à l'heure, dans la définition, je parlais de dépression ou de stress ou d'autres comment vous dire, d'autres signes, d'autres maladies qui peuvent aussi pousser les gens à faire ça. Mais dans tous les cas, c'est-à-dire tout ça, bon, ça regroupe un petit peu la santé mentale. On en avait parlé plusieurs fois dans cette émission-là. Mais est-ce que, par exemple, quelqu'un qui est dépressif peut aussi se retrouver dans ces situations? Oui, il y a des catégories Vraiment, il faut faire la part des choses. Parmi les affections mentales, il y en a qui abolissent le discernement. Oui. Et en ce moment, on peut commettre des actes dont on n'est pas conscient. Et puis, il y en a qui n'abolissent pas le discernement. C'est le cas, par exemple, de la dépression. Quand on déprime, on a le discernement qui est quand même là. Et les déprimés n'errent pas. Ils sont souvent chez eux, recroquevillés sur eux-mêmes. Et parfois, ils vont se plaindre de tout et de rien à la fois. Mais c'est rare qu'on voit un déprimé qui erre. Voilà. Pour les troubles anxieux, c'est souvent des peurs irraisonnées que la personne ressent, mais ça n'amène pas vraiment les gens à errer. Et ceux qui errent, c'est ceux qui sont dans la catégorie en termes techniques, on dit psychose. Ceux qui sont dans la catégorie des troubles mentaux graves, qui entraînent des délires, des hallucinations, c'est eux qui errent souvent, ou éventuellement ceux qui présentent une démence. Voilà. Donc dans les deux cas-là, c'est sûr qu'il faut prévenir déjà la famille que ça risque d'aboutir sur autre chose, quoi. Quand vous avez des cas comme ça. Oui, quand la maladie commence, si le patient a la chance que sa famille l'amène rapidement à l'hôpital, on essaie de faire ce qu'il faut et on donne certaines informations à la famille pour qu'ils puissent comprendre la maladie et pouvoir nous aider à gérer le patient. Et on va jusqu'à demander à ce qu'on mette ces patients sous tutelle ou curatelle parce qu'ils ne sont plus en possession de leurs facultés. Voilà. Donc on fait ce qu'il faut quand ils viennent tôt. Mais s'ils n'arrivent pas tôt et que la personne commence par errer,
là, des associations interviennent pour pouvoir jouer le rôle que la famille devrait jouer, c'est-à-dire les accompagner à l'hôpital et ensuite les réinsérer quand ils seront stabilisés. Voilà. Écoutez, on va marquer juste un temps de pause, on revient après les informations. Restez avec nous.